Et bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode des sorties de la semaine. Comme chaque semaine, on se retrouve pour faire un petit tour d'horizon de tout ce qu'il y a pu y avoir en manga, donc j'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Comme chaque semaine, on se retrouve sur le Instagram de la librairie Manga d'Occasion, librairie où je travaille, d'où le fait que je me serve du Instagram pour faire ces vidéos. Donc nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la story news sortie de la semaine, comme d'habitude. Quand on clique dessus, comme d'habitude, ça nous amène sur un petit jingle d'intro avec un lien vers le site internet. Et on attaque tout de suite parce qu'il va y avoir beaucoup de choses. On commence chez Delcourt Tonkam avec la sortie du tome 6 et 7 de Die and Retry, la sortie du tome 1 chez K-Books qui est affilié à Delcourt du coup, le tome 1 de Clean with Passion. Alors, on va en parler un petit peu parce que j'ai pu lire ce tome 1. C'est moins pire que ce à quoi je m'attendais. Honnêtement, je vais pas vous mentir, quand je vois la couverture et le titre, je m'attendais à quelque chose de très cliché, je m'attendais à une pente vraiment glissante empruntée de la part déjà d'une de l'auteur et surtout de K-Books de publier ça. Au final, c'est pas aussi dramatique que ce que ça pourrait laisser penser. La couverture est même plutôt mal choisie en fait parce que ça représente pas trop ce qui se passe à l'intérieur. Enfin, ça le représente sans trop représenter. En fait, on va suivre le jeune homme qui est un jeune PDG d'entreprise, d'une entreprise de nettoyage qui plus est. Et c'est vraiment un hypocondriaque, un maniaque du ménage. Le type ne te serre même pas la main pour te dire bonjour parce qu'il ne sait pas où est-ce que ta main a traîné. Quand il va s'asseoir sur une chaise, il désinfecte la chaise. Enfin bref, c'est vraiment poussé à l'extrême le concept de propreté. Et sauf que il va tomber sur cette jeune femme qui va postuler dans son entreprise. Faute de personnel et en plus avec une hausse de l'activité, ils vont pas avoir d'autre choix que de l'accepter. Sauf qu'elle va faire boulette sur boulette et on va apprendre au fur et à mesure pourquoi est-ce qu'elle est aussi nulle en ménage. Déjà qu'elle est pas particulièrement habile de ses mains, elle est vraiment très désordonnée et en plus de ça pas super tatillonne sur le ménage et voilà, comme je vous l'ai dit, on va apprendre au fur et à mesure pourquoi. Et c'est là que notre histoire prend un petit peu tout son sens. Pour l'instant, l'aspect comédie romantique est pas super présent, on va voir comment ça évolue par la suite. Graphiquement, par contre, je tiens à vous informer que c'est quand même un cran en dessous de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent chez K-Books. C'est un cran en dessous de Secrétaire Kim, de True Beauty et de Crush of Lifetime malheureusement. Après, voilà, j'attends de voir comment va se développer l'histoire. Avec un scénario très bon, on passe plus facilement outre un dessin plutôt moyen. Ensuite, toujours chez K-Books, la sortie du tome 6 de Solo Leveling. J'ai fait le tome 6, il était très bien. J'ai trouvé la première partie de l'histoire, enfin la première partie du tome 6 très longue à lire, très intéressante mais vraiment très dense en lecture. Et après ça déroule tout seul et encore une fois, très bon tome, très belle couverture. Solo Leveling, si vous ne savez pas de quoi ça parle, en fait, on va suivre Jinwoo qui est un jeune chasseur, un chasseur de rang E, c'est-à-dire la catégorie la plus faible en niveau de chasseur, et lui, c'est le plus faible de la catégorie E, donc c'est vraiment le plus nul de tous les chasseurs qui puissent exister. Sauf que, en fait, en rentrant dans un donjon, il va connaître ce qu'on appelle un double éveil. Et de là, toute l'histoire va changer, il va commencer à emmagasiner de l'expérience. Et le manga devient incroyable. Notre personnage principal qui paraît si chétif dans le premier tome devient charismatique au possible, devient cheaté au possible, et c'est trop bien à lire. C'est magnifique déjà graphiquement parlant, et scénaristiquement c'est plutôt bien tourné, donc ouais, j'aime trop cette série. L'attente est si longue entre chaque tome, ça fait mal. Ensuite chez Kazé, on a eu la sortie du tome 31 de Black Clover. Black Clover qui au Japon va pas tarder à rentrer dans son dernier arc. L'auteur a annoncé prendre une pause de quelques mois pour pouvoir se ressourcer et enchaîner sur le dernier arc de la série, donc voilà. Pour tous les fans, si jamais vous n'avez pas vu l'info passer. Ensuite, on a eu le tome 2 de Phantom Seer. Très bonne série, Phantom Seer. Enfin, le début est très prometteur. Quel dommage que ça se termine en 4 tomes. Parce que ça n'a pas fonctionné au Japon malheureusement. Je pense qu'il y avait vraiment potentiel à faire quelque chose de grand avec cette série et ouais, un peu frustré par rapport à ça. Ensuite chez Glénat on a eu la sortie du tome 9 de Mao ainsi que la sortie du tome 100 de One Piece. Quand même, on n'avait pas eu de tome depuis le mois de décembre, ça faisait 5 mois. C'était assez long, d'habitude c'est un peu plus rapide que ça. Et du coup si jamais vous étiez pas au courant, la couverture du tome 101 vient compléter un triptyque avec le tome 100 et le tome 99. Ensuite chez Doki Doki
on a eu la sortie du tome 3 de In the Land of Leedale, la sortie du tome 1 de Rooster Fighter. Comment vous parler de Rooster Fighter? Alors, on est sur un manga qui est vraiment très singulier, puisque notre personnage principal est un coq, un gros poulet, et que c'est vraiment what the fuck. Honnêtement, l'histoire serait dans la collection what the fuck de chez Akata, je serais même pas surpris en fait. On va suivre du coup ce coq qui est là pour sauver l'humanité contre différents dangers extraterrestres, enfin des trucs vraiment what the fuck au possible. Graphiquement, c'est très bien fait, j'ai jamais vu des poulets aussi bien dessinés. Scénaristiquement, c'est fun, on va dire que c'est fun, ça se lit très bien, ça se lit assez vite mais ça se lit vraiment très bien. On a vraiment l'impression de lire du One Punch Man en fait avec, au lieu que ça soit Saitama, c'est un poulet, donc je trouve ça très très drôle. À voir où est-ce que l'auteur va réussir à aller avec ce scénario, à voir comment il va réussir à se réinventer au fur et à mesure. Ça, j'émets quelques réserves, mais pour le coup, si vous voulez rigoler, faites le tome 1 parce que vous serez, je pense, pas déçus. Ensuite, chez Pika, on a eu la sortie du tome 7 de Toilet Band Hanako-kun, ainsi que la sortie du tome 13 de Orient Samurai Quest, par l'autrice ou l'auteur, je sais pas, de Maggie. Ensuite, chez Nobinobi, on a eu le tome 1 de Star Wars La Haute République, Un Destin Fragile, ainsi que le tome 1 de Star Wars Étoile Perdue. J'ai fait ni l'un ni l'autre, j'avoue que j'ai un petit peu fait l'impasse, parce que comme j'ai fait que les 3 premières trilogies de Star Wars, je savais pas trop si j'allais pouvoir le lire correctement. On m'a dit que ça poserait pas de problème a priori, mais pour le coup, voilà, j'ai préféré donner la priorité à d'autres séries, à des mangas, nés mangas j'ai envie de dire. Ne les ayant pas lus, je vais pas me prononcer, mais en général les adaptations ça reste quand même un petit peu compliqué. Ensuite on passe sur du seinen avec chez Glénat la sortie du tome 1 de Full Night, un titre assez intéressant à la fois dans le propos et graphiquement, puisqu'on va avoir un dessin qui est relativement atypique. J'ai pas de page pour vous les montrer, mais je vous laisse aller les feuilleter en librairie, vous verrez que ça vaut le détour. Ensuite, scénaristiquement parlant, en fait on va suivre un monde post-apocalyptique où le soleil n'est pas apparu sur la Terre depuis belle lurette à cause d'un gros nuage qui bloque tout ça. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, pour essayer de produire à nouveau de l'oxygène, comme les plantes ne peuvent plus pousser, les êtres humains ont mis en place une sorte d'opération qu'ils appellent la transfloraison, où on va insérer une petite graine dans les personnes qui sont condamnées à mourir, et ces personnes-là vont se transformer en plantes au fur et à mesure et recycler l'oxygène. Le propos est assez intéressant, le propos est assez hardcore sur pas mal de points. On va suivre, nous, un jeune homme qui est complètement désespéré, fauché au possible, qui a besoin d'argent pour payer les frais d'hospitalisation de sa mère, une mécanique assez souvent vue dans les séries, notamment dans les manhwas, enfin dans les webtoons, on voit beaucoup ça. Et là on va vraiment voir un personnage qui est l'incarnation même du désespoir, qui va tout faire pour se faire transflorer, et moi j'ai bien aimé. Je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel au niveau de l'histoire. Encore une fois, je me répète, j'attends de voir comment ça va évoluer par la suite, mais je pense que là il y a vraiment tous les ingrédients pour faire un très bon seinen, un seinen pas très connu qui risque pas de faire énormément de ventes, mais qui va savoir trouver son public je pense, donc ouais. Impatient de voir la suite. Ensuite chez Mangetsu, on a eu la sortie du tome 6 de Keiji ainsi que la sortie du tome 3 de Butterfly Beast 2. La couverture est incroyable comme toutes les couvertures de Butterfly Beast. Chez Nobinobi, la sortie du tome 2 de Blissful Land. Je n'ai pas fait le tome 1, enfin si pardon, j'ai fait le tome 1, je n'ai pas fait le tome 2, qu'est-ce que je raconte? On est sur une sorte de carnet de l'apothicaire dans les steppes mongoles ou dans je sais pas trop quel pays mais proche de là-bas, où on va suivre en fait un jeune homme qui adore les plantes, cueillir des plantes, faire des remèdes, ce genre de choses, qui va rencontrer une femme qui lui était promise et qui vont un petit peu apprendre à se découvrir. C'était vraiment très bon enfant dans ce premier volume et je serais curieux de voir comment ça va être dans celui-là. Chez Pika, on a eu la sortie du tome 9 de Kaguya-sama Love is War ainsi que la sortie du tome 13 de Sacred Beasts. Chez Delcourt Tonkam, la sortie de World's End Harem Fantasy tome 6. Putain, c'est écrit mais en haut à droite, en haut à gauche pardon, j'avais pas vu. Donc World's End Harem Fantasy tome 6. Ensuite on a eu du coup L'homme qui tua Nobunaga tome 7. La sortie également, toujours chez Delcourt, du tome 2 de Pilote sacrifié. J'avais beaucoup aimé le tome 1 où on nous parlait d'un pilote qui est revenu plusieurs fois de ses opérations kamikazes, ce qui est considéré comme le déshonneur ultime pour les japonais, pour les soldats japonais, de ne pas mourir en mission. Le tome 1 était plutôt bien tourné, j'ai pas encore fait le tome 2 mais j'ai très hâte. On a aussi eu le tome 1 de l'extraordinaire apothicaire. Étonnamment, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. J'ai été très sceptique au départ parce que j'aime trop les carnets de l'apothicaire, j'aime trop Mao Mao. J'avais un peu l'impression que ça avait été fait pour surfer sur le succès justement des carnets de l'apothicaire. Et en fait, on est sur un titre qui est bien différent. Et en fait, on est sur un titre qui passe très bien aussi. C'est vraiment
différent. Si vous aimez les carnets de l'apothicaire et que vous voulez le faire, il faut que vous sortiez de l'esprit le fait que vous allez lire quelque chose de similaire parce que c'est faux. Il faut que vous arriviez à vous détacher de ça et après vous pouvez kiffer la lecture. Donc en fait on va suivre une jeune femme qui est pharmacienne dans le monde tel qu'on le connaît et qui va se faire invoquer dans un monde parallèle parce que dans ce monde parallèle c'est la galère et ils ont besoin d'une sainte qui puisse venir les sauver. Sauf que en fait il y a 2 personnes qui vont être invoquées, elle et une autre jeune femme, et elle va être un petit peu laissée pour compte. Donc pour occuper ses journées, elle décide de se rendre dans un laboratoire, de commencer à effectuer quelques potions, voilà, à droite à gauche. Elle a rien d'autre à faire et elle aime bien faire ça, donc elle va faire une quantité de potions astronomique et on va se rendre compte qu'en fait ces potions ont la particularité d'être plus efficaces que la moyenne. Donc partant de là, voilà, il va découler différentes aventures. Elle va utiliser ses capacités pour faire différents styles de potions, elle va apprendre, elle va progresser. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui vont évoluer, que ça soit pour elle, dans sa vie, physiquement, enfin voilà, il y a plein de choses qui vont arriver de ce maniement des potions et des plantes. C'est très très prometteur pour la suite, je trouve. C'est mélanger les carnets de l'apothicaire et du isekai, grosso modo. J'aurais clairement pas parié là-dessus à la base, mais je salue ce tome parce que honnêtement c'était très bien fait. Graphiquement, ça reste relativement basique, mais scénaristiquement, il y a une piste à creuser. Ensuite, chez Doki Doki, la sortie du tome 2 de Appare Ranman, ainsi que la sortie du tome 4 de The Imminence in Shadow, la sortie chez Doki Doki aussi du tome 1 de Chat de Yakuza. On va suivre un chat qui va être adopté par un Yakuza qui fait vraiment très très peur. Sauf que notre petit chaton, lui, il est aussi terrifié que nous parce que il a peur que le Yakuza le zigouille et tout et tout. Alors sur le papier, ça pourrait être très très drôle, ça l'est en vérité. Mais moi j'ai un petit peu de mal avec la construction de l'histoire, pour être tout à fait franc avec vous. Ça conviendra à certaines personnes, moi ça ne me convient pas particulièrement, puisqu'en fait chaque chapitre est une histoire un petit peu indépendante, et chaque chapitre se construit exactement de la même manière. Le chat qui est terrifié, un événement qui se passe, en fait le Yakuza est gentil, et en fait le chat est tout content. Et à chaque fois on repart sur la même trame. Alors c'est toujours très bien amené, c'est très drôle dans ce premier tome, mais j'ai mis quelques réserves pour la suite. Ensuite, chez Doki Doki, on a eu le pack de 3 volumes de Cube Arts. C'est une sorte de isekai mode Minecraft, donc là vous avez l'histoire complète en plus. Aux éditions Imo, la réédition de Bambi, tome 1, de Atsushi Kaneko. Atsushi Kaneko qui est entre autres l'auteur de Search and Destroy, qui est un remaster aussi de Dororo de Osamu Tezuka. C'est aussi l'auteur de Soil et de Desco. Ensuite, au Lézard Noir, on a la sortie du tome 7 de Tokyo Tarareba Girl. Très très bonne comédie si jamais vous avez envie de lire quelque chose de un petit peu plus adulte que du shoujo habituellement et quelque chose de complètement déjanté et fun, lisez Tokyo Tarareba Girl. C'est 3 trentenaires qui vont essayer de sortir de leur cercle habituel et c'est vraiment très fun. Toujours chez le Lézard Noir, la sortie du tome 2 de Dernier Ferry pour le succès. Ensuite, en shoujo yaoi, nous avons eu chez Glénat la sortie du tome 2 de La Sorcière aux Champignons. On repart sur du shonen avec chez Kiun la sortie du tome 3 de Frieren, ainsi que la sortie du tome 5 du Renard et le Tanuki. Chez Kiun toujours la sortie du tome 3 de My Hero Academia Team Up Mission, donc le deuxième spin-off de la série. Ensuite, chez Manabook, la sortie, il me semble que c'est le tome 8 de Persona 4. La sortie en shoujo yaoi chez Akata du tome 5 de A Sign of Affection. Quelle série Sign of Affection, si vous ne connaissez pas, en fait on va suivre une jeune femme qui est sourde de naissance et qui en arrivant à la fac va tomber sur le beau gosse, grosso modo. Ce gars là, il est assez particulier parce que malgré le fait que toutes les femmes soient après lui, ce qui l'intéresse, c'est pas trop ça, c'est surtout de découvrir de nouvelles personnes, découvrir de nouvelles contrées, voyager, que ça soit seul ou accompagné, et surtout apprendre de nouvelles langues. Pour lui, la plus belle richesse qui puisse exister chez une personne, c'est de savoir parler plusieurs langues. Et là, il va être piqué dans sa curiosité par notre jeune fille, puisque elle parle le langage des signes, qui est un langage que lui ne connaissait pas jusqu'à présent. Donc de là va naître une sorte de curiosité, une sorte de complicité entre les deux, et c'est le début d'une belle histoire, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment une super série, je vous conseille. Pour l'instant que 5 volumes, mais ça se boit comme du petit lait. Ensuite, chez Comico Édition, la sortie du tome 4 de Dahlia. On repart sur du seinen avec chez Kiun encore la sortie du tome 24 de Darwin's Game, ainsi que la sortie du tome 9 de Gigante, la sortie du tome 25 de Golden Kamui, la sortie du tome 2 de La Danse du Soleil et de la Lune. La couverture est magnifique. La série, quant à elle, mériterait d'avoir peut-être un petit peu plus de succès. C'est par l'auteur ou l'autrice, je ne sais pas, de Kazane, la voleuse de visage. On va suivre un samouraï qui est assez malchanceux, on va dire, puisqu'il a un étrange pouvoir
qui fait qu'il ne peut pas toucher d'acier. Dès qu'il essaye de toucher de l'acier, l'acier se tord dans tous les sens pour l'éviter. Donc il ne peut pas posséder de katana comme les autres, il est obligé d'avoir une arme en bois. Enfin c'est vraiment la honte pour un samouraï et du coup voilà, toute sa vie est une galère et c'est cette vie qu'on va suivre et c'est à la fois fun et touchant. C'est bien raconté, c'est très bien dessiné, moi je vous le recommande fortement. Ensuite, la sortie du tome 8 de The Killer Inside. La sortie du tome 1 de Sweet Home, c'est par les auteurs de Bâtard. C'est une série qui, je pense, va bien fonctionner si vous aimez le thriller, si vous aimez les séries qui font un petit peu frissonner. On va suivre une sorte d'ikikomori, un gars qui vit reclus dans sa chambre, loin de ses parents, dans sa chambre chez ses parents, mais avec le moins de contact possible. Et sauf que ce qui va se passer, c'est que ses parents et sa petite sœur vont décéder dans un accident de voiture. Il va se retrouver complètement seul pour survivre. Et pas de chance, c'est à ce timing-là que une sorte d'apocalypse, pas zombie parce que ça n'a pas l'air d'être ça, mais des monstres vont débarquer et on va partir dans un registre complètement post-apocalyptique où notre gars va devoir essayer de s'en sortir dans ce qui va ressembler à un huis clos, j'ai l'impression. Donc c'est très prometteur pour la suite, c'est bien ficelé, c'est bien dessiné. Ensuite chez Komiku, la sortie du tome 6 de Siren Rebirth ainsi que la sortie du tome 7 de Angel of Death. Et sauf que j'ai complètement oublié de mentionner que c'était chez Mana Books, une petite erreur d'inattention de ma part. Toujours chez Komiku, la sortie du tome 15 de Arte, la sortie chez Koyoan Edition du tome 1 de Gilgamesh ou Gilgamesh. Personnellement, j'ai moyennement apprécié ce titre. On va suivre une sorte de gars immortel qui a traversé les âges et qui... J'aurais vraiment trop du mal à vous faire un résumé, en vrai ça m'a pas vraiment plu. Et il y a eu tellement de trucs cette semaine, ça fait partie des premiers trucs que j'ai lus que en fait je m'en souviens déjà très moyennement. Juste j'ai pour souvenir que en fait ça se veut très drôle, je pense que c'est vraiment fait pour nous faire rire. Il y a beaucoup de scènes où voilà, on sent que l'auteur veut nous tirer l'alarme, mais l'alarme de rigolade. Malheureusement, ça n'a pas trop pris sur moi. Du coup, quand vous voyez des blagues à répétition et qu'elles vous font pas particulièrement rire, ça devient un petit peu lourd. Pour autant, alors la couverture, je la trouve oufissime, je le trouve très très beau, l'objet en lui-même. J'ai pas été particulièrement séduit par les dessins, on est plus proche d'un Tower of God que d'un Solo Leveling par exemple graphiquement. Mais l'histoire me prouve qu'on peut très bien apprécier un titre quand les dessins sont moyens mais que le scénario est très bon. Là, exemple avec par exemple Ranking of King récemment où même si les dessins sont un petit peu moyens, l'histoire est tellement bien faite qu'on rentre dedans sans souci. J'ai des réserves pour l'instant avec ce premier tome, je ferai la suite parce que j'ai envie de voir où est-ce que l'auteur veut aller et parce que c'est très compliqué de juger une série sur un tome 1 évidemment. Mais pour l'instant, je suis vraiment mitigé sur ce premier volume. Ensuite, on a du seinen avec chez Vega Dupuis la sortie de Primal God in Ancient Time tome 1. Je ne l'ai pas fait donc je ne vais pas vous en parler malheureusement, je suis désolé. Et on va terminer la semaine avec en shonen aux éditions Kana la sortie du tome 1 et 2 de la Hokage édition de Naruto. Et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Je vais vous parler un petit peu de mon ressenti sur cette Hokage édition. Ça m'embête parce qu'on risque de terminer la vidéo sur un point négatif malheureusement, mais va falloir que je vide mon sac là par rapport à ça. La Hokage édition a été repoussée plusieurs fois et je suis très déçu de ce qui est arrivé, de ce que Kana nous a produit. Vous savez l'amour que je porte à Kana. Kana, c'est les éditeurs de Slam Dunk, c'est les éditeurs de Bakuman, mes deux mangas préférés, c'est les éditeurs de Cigarette Enchiri et de toute la collection Life. Il y a vraiment trop de titres que j'aime chez eux. C'est l'éditeur également de Bucket List of the Dead. Enfin vraiment, il y a énormément de titres chez Kana que j'adore. C'est un éditeur de talent. Il y a Bakuman Reto, enfin bref, il y en a beaucoup. Mais là, je suis désolé, mais la Hokage édition de Naruto, pour moi c'est une vraie fausse note. On nous avait promis du papier de qualité, au final on voit à travers le papier comme si le papier était exposé à la lumière, alors que c'est pas forcément le cas. C'est vraiment très transparent. Alors je sais pas si ça vient du papier en lui-même ou de l'impression, parce qu'en soi quand on l'a dans les mains j'ai pas l'impression qu'il soit particulièrement dégueulasse le papier, mais là ça rend trop mal. En plus de ça, nous à la librairie on en avait commandé une cinquantaine, on en a reçu 5 du tome 1, donc je pense que en plus d'avoir des problèmes d'impression, il n'y a pas tout qui a été imprimé. Je pense que Kana a pas pu se permettre de le repousser une nouvelle fois, et du coup a balancé ce qu'ils avaient. Je peux pas dire que c'était un mauvais choix, parce que je sais pas quel choix est-ce qu'ils ont dû faire. Je sais pas à quel point ça aurait pu être compliqué pour eux.
mais là c'est tendu quoi. Sur une série comme Naruto qui historiquement est leur meilleure vente, c'est un petit peu dommage de se louper. Enfin, c'est un manga qui a bercé des générations et des générations, ils étaient vraiment attendus au tournant là-dessus. Ça avait mal commencé parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'étaient plaints de la frise. Moi honnêtement je la trouve plutôt réussie. Je fais pas partie des détracteurs de Kana par rapport à la frise de la Hokage édition. Mais là par contre, force est de constater que ça soit le client qui est en moi qui parle ou que ça soit le libraire qui est en moi qui parle, que c'est tendu quoi. On a une meilleure qualité d'impression sur les tomes de Noévé Graphics à 3,95€ que sur la Hokage édition à 15€, donc c'est vraiment chaud. Si vous allez en librairie, je vous invite vraiment à comparer le tome 1 de Copélion par exemple, ou le tome 1 de Ozuki le Stoïque avec le tome 2, parce que je pense que vous trouvez pas le tome 1 de la Hokage de Naruto, et je vous jure que c'est choquant. Alors c'est dommage parce que le format est super intéressant, ça fait un peu bricasse, mais c'est du format un petit peu plus grand, ça fait vraiment prestigieux quand on tient le livre entre les mains. Il y a plein de bonus à l'intérieur, moi c'est comme ça que je vais découvrir Naruto, j'avais pas fait la série à la base, et c'est comme ça que je découvre la série, donc je suis vraiment content. J'espère que sur les prochains volumes ça va pouvoir être corrigé, j'espère que les premiers tirages vont pouvoir être refaits. Vu le tirage qu'ils ont prévu sur la Naruto, si tout le tirage est foiré, c'est vraiment des sommes colossales qui sont en jeu, et je suis vraiment dégoûté pour Kana, même eux, hein. J'imagine que s'ils avaient le choix, ils auraient fait autrement. Mais là, pour les fans, c'est vraiment tendu malheureusement. Donc on a fait le tour de tout ce qui était paru en manga. Je suis un petit peu désolé que ça se termine sur une note un peu négative par rapport à cette Hokage édition. J'aurais tellement aimé pouvoir vous en dire que du bien, mais voilà, malheureusement, le sort a voulu que ça ne soit pas le cas. J'espère que vous aurez passé un agréable moment devant cette vidéo. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, à me dire vous les sorties que vous avez bien aimées, ce que vous avez pensé de la Hokage édition, ce que vous avez pensé de tel ou tel titre. Si vous n'êtes pas d'accord avec certains avis que j'ai pu vous donner dans la vidéo, ce sera avec plaisir qu'on pourra en débattre dans les commentaires évidemment. Moi je vous dis à très vite, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, ciao ciao.